Accord. Accord. Corps. Corps à corps. Et ce corps à corps, évidemment, pour analyser tout ce qui se passe depuis hier et ce qui a été invoqué et annoncé, notamment cette dissolution. On en parle donc avec David Nagels. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien, philosophe de l'histoire, professeur de recherche à l'Institut Záchrotny de Poznan, auteur dernièrement de Défendre l'Europe civilisationnelle aux éditions Salvatore. Évidemment, cette Europe civilisationnelle, on va y revenir avec ces élections. Et puis, je suis avec Guilain Benessa. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Et Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, docteur en droit, enseignant à l'Université de Strasbourg, auteur de Le référendum impossible, comment faire taire le peuple. On va revenir sur cette question de référendum ensemble aujourd'hui, aux éditions L'Artilleur. Et puis encore, On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges, coécrit avec Guillaume Bigot, toujours aux éditions L'Artilleur. On vous avait reçu également sur ce livre. Alors, peut-être, Guillaume Benessa, je vais rester sur ce On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges. Je crois que les mensonges étaient clairement énoncés dans votre livre. Visiblement, ces mensonges n'ont pas... Enfin, ce livre, et d'ailleurs, tout ce qu'on a pu nous raconter à l'antenne n'a pas suffi à détourner les électeurs d'un vote européiste, puisque, je le disais tout à l'heure, alors Pascal Pointu me contredisait, mais j'attends de voir ce que vous en pensez. Le vote souverainiste, on va dire anti-européiste en tout cas, n'a pas été représenté hier. Écoutez, je vais peut-être vous étonner Clémence, mais je constate que les Européennes ont servi à quelque chose. C'est-à-dire que vu que Macron a prononcé la dissolution, ça veut dire que pour la première fois depuis bien longtemps, des élections intermédiaires ont eu le rôle qu'elles sont censées avoir dans la Ve République, c'est-à-dire le président battu, le président défait, le fiasco présidentiel doit conduire à une décision qui c'est soit la démission du président, soit la dissolution de l'Assemblée. Donc il y a eu un électrochoc. Comment dire, ma conviction profonde et même la réalité des faits étant que le Parlement européen est globalement une chambre, je veux dire, fait qui ne sert à rien, je veux dire, dont les compétences sont réduites, je veux dire, considérablement depuis le départ. Hein. Ça fait qu'en réalité, et c'est ce qu'on démontrait d'ailleurs dans le bouquin, c'est que prendre l'Europe ou la question du Parlement européen comme une façon de sanctionner le pouvoir en place au niveau national, c'est pas forcément imbécile, puisque de toute façon, les députés européens ont une marge de manœuvre terriblement réduite. Donc au moins symboliquement, on peut faire ça. Maintenant, pour vous répondre clairement, sur les souverainistes hardcore, on va dire, ou les vrais souverainistes pur sucre qui ont tenté de se faire entendre, je pense évidemment à François Philippot, à Asselineau, à Kuzmanovic et à d'autres. Moi, j'ai publié, je vous avoue, là je vous raconte ma vie, mais j'ai publié un édito hier dans le JDD avec Guillaume Bigot, donc on a repris la plume à deux pour témoigner du fait que de toute façon, les Frexiteurs, comme on dit aujourd'hui, et j'ai rien contre eux, au contraire, hein, je veux dire absolument rien, ils ont un problème de fond, c'est qu'ils se sont construits avec le Frexit une impasse, ce que j'appelle souvent le couloir de la mort, parce qu'à force d'agiter le Frexit à tout bout de champ, ils sont devenus de façon un peu caricaturale une sorte de veine nostalgico-réactionnaire qui est un repoussoir parfait pour le pouvoir en place, notamment pour le camp européiste. Donc ils se sont mis eux-mêmes en marge d'une possibilité d'exister sur un plan idéologico-politique, on va dire. Donc à la limite, le RN a tiré les marrons du feu parce qu'ils font office de vote utile, avec une groupe campagne d'opposition. cohérente. Et au bout d'un moment, j'ai envie de dire, là je répète ce que je viens de dire, mais tout de même, pour une fois, les Européennes ont servi à quelque chose, pas forcément sur le plan européen, mais sur un plan politique, ce qui est déjà, je veux dire, d'une certaine manière pas mal, même si on va en reparler certainement, beaucoup de réserves sur la façon dont Macron, en réalité, fait le Machiavel du pauvre, à mon avis, a une tactique mitterrandienne et est en train d'utiliser la dissolution pour flinguer, je veux dire, les autres partis et pour agiter quelque chose de beaucoup plus pervers qu'on peut l'imaginer. Oui, ça, c'est sûr. Alors, on va revenir sur tout ça. Peut-être juste encore un mot pour qu'on close ce sujet des Frexiteurs. Donc, vous considérez que finalement, la stratégie Farage n'est pas forcément la bonne? Ce que je considère, c'est que, et on en avait déjà parlé un petit peu avec vous, c'est que, en fait, on dit souvent, vous savez, qu'il y a d'un côté ceux qui ont renoncé à renverser la table,
qui sont, on va dire, ceux du RN, par exemple, qui ne sont pas des Frexiters ou même de Reconquête, hein, et on aurait les souverainistes hardcore qui, eux, considèrent qu'il n'y a pas d'autre choix que de quitter l'Europe avec un vote au Frexit. Moi, je considère de longue date, et de plus en plus d'ailleurs, qu'en réalité, en agitant cette proposition, le Frexit, on veut actionner donc l'article 50 du traité sur l'Union pour sortir de l'Europe, Mmh. ce qui veut dire ce qu'on souhaite, ce que les Frexiters veulent faire, c'est user de règles fixées par l'Europe, Oui. donc les mêmes règles dont ils dénoncent tous les jours Mmh. l'absurdité. Oui. Ça veut dire qu'on joue avec un mode d'emploi truqué pour sortir de Ça l'Europe. Je pense oui. qu'il faut trouver une voie qui soit la nôtre et non pas agiter le spectre d'une négociation interminable Oui. qui va durer 10 ans et dont on va sortir, j'en prévois d'avance, exsangue, je veux dire Oui, pointé du doigt et vous êtes stigmatisé pour la par l'Europe solution de la entière. chaise vide. Je suis pour une C'est-à-dire on position, vous impose savez, politiquement nos décisions. je suis pour un gaullisme hardcore, un vieux gaullisme de Gaulard, vous voyez? Ouais. Je suis désolé, le gaullisme de Gaulard, ça fait très longtemps que personne ne l'a employé et utilisé, simplement agité comme une espèce de bannière dont on ne comprend même plus ce que ça veut dire. Mmh. Allez, d'accord, on va revenir quand même sur, le bilan plus général, de ces élections au niveau européen. David Engel, je me retourne vers vous. Vous êtes pour une défense de l'Europe, civilisationnelle. Là, je pense qu'au niveau civilisationnel, et identitaire, vous êtes servi au niveau européen. Oui, tout à fait. On voit bien que lors des élections, cette approche-là a été amplement confirmée. On voit à la fois dans Identité et démocratie, mais aussi dans les ICA et partiellement même dans le parti populaire européen, que ce camp-là a connu une certaine victoire. Maintenant, il ne faut pas se réjouir. Je suis au niveau de l'analyse, en tout cas, tout à fait d'accord avec M. Benessa. Le Parlement européen en tant que tel a relativement peu de compétences. Il a surtout eu la compétence, disons, presque charismatique que les médias et les politiciens lui attribuent. Ça, il ne faut pas non plus le sous-estimer, même s'il n'a pas grand-chose à dire. Enfin, que le fait que les gens ne savent pas que le Parlement européen n'a pas grand-chose à dire fait en sorte que ses avis, ses motions, ses condamnations Ah, on vous a perdu. sur Ah oui. l'élaboration de l'opinion publique. Donc ça, il ne faut pas le sous-estimer, mais en gros, nous ne verrons pas un grand changement au niveau européen. Il y aura le cordon sanitaire contre tout ce qui est droite. Madame von der Leyen va essayer ou va réussir d'une manière ou d'une autre de trouver sa petite majorité et nous verrons évidemment tous les projets Déjà, vous êtes cinglés. sûr que madame von der Leyen sera réélue? Oui, à mon avis, d'une manière ou d'une autre. J'ai assez de confiance dans le cynisme de l'Union européenne pour me dire que oui, d'autant plus que là, avec le parti, avec le EPP et son succès, à mon avis, il réussira par diverses combines à arriver au pouvoir. Mais ce que je trouve intéressant, justement, comme ça a été dit, c'est l'impact de ces élections aussi au niveau national. Bon, là, on a parlé de la France, on y reviendra certainement, C'est sûr. mais aussi sur d'autres pays. Ce qui est très intéressant, c'est les résultats en Hongrie, Oui. qui sont très, très, très négatifs pour Viktor Orban. C'est une sérieuse claque qu'on constate là. Idem pour la Pologne, où le parti PiS continue sa descente. Donc, on a un peu cette situation assez curieuse d'un renversement de tendance. Jusqu'à maintenant, ça avait toujours été l'Est de l'Union européenne qui était plutôt à droite, alors que l'Ouest était plutôt à gauche. Et là, en fait, c'est lentement en train de s'inverser. C'est intéressant. Et Une Orban place se fait remplacer par, enfin, pas remplacer, mais se fait concurrencer par qui et par quel parti alors? C'est-à-dire, on n'est pas encore, heureusement, j'allais dire, au remplacement d'Orban, mais aux dernières élections, il avait, et d'ailleurs durant ces 20 dernières années, toujours eu plus de 50% à ces élections européennes, ou en tout cas une très 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 large majorité. Là, il est descendu à 40 et des, alors que Peter Magyar, le new shooting star de la politique hongroise, est arrivé à une trentaine de pourcents, alors qu'il n'existait même pas en tant que force politique il y a encore quelques semaines. Donc là, on pourrait éventuellement assister à un sérieux concurrent à l'intérieur du système politique hongrois, qui pourrait, bon, d'un côté, juste être un avertissement pour Orban, qui peut-être arrivera d'une manière ou d'une autre à l'éliminer politiquement,
ou alors c'est peut-être, comme ça a été le cas en Pologne, le début de la fin. Ça, il faudra le voir. Alors, je voudrais rester un petit peu sur Ursula von der Leyen et sa stratégie à elle et la stratégie des autres groupes au niveau européen pour voir ce qui risque de se passer après ces élections. Justement, vous parliez de Viktor Orban, lui-même avait réagi à la proposition de Marine Le Pen de créer un super groupe de droite nationaliste au niveau européen. Donc, je rappelle l'union de ID, le groupe dans lequel est Marine Le Pen. Et le groupe ECR, donc celui notamment de Giorgia Meloni, mais également désormais de Reconquête. Et finalement, la stratégie était peut-être de se dire, en tout cas, Viktor Orban applaudissait cette proposition en disant si ID, le groupe ID dans lequel est Marine Le Pen et celui de Giorgia Meloni, ECR, et donc de Reconquête désormais, se réunissent, ils font contrepoids finalement au parti qui a toujours mené la danse au niveau européen, c'est-à-dire le PPE, donc notamment le parti de Renew et tous les autres progressistes. Est-ce que ça, on ne peut pas voir, et c'est là où je vous posais la question sur Ursula von der Leyen, est-ce qu'on ne peut pas voir là une façon de renverser véritablement la balance au niveau européen et voir une Ursula von der Leyen mise en minorité? Tout d'abord, Identité et démocratie et même les SR mis ensemble avec les résultats actuels arriveront à peine au-dessus de 130 130 députés. Le Parti populaire est à 184. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà aux dernières élections, Ursula von der Leyen, elle n'a pas trouvé sa majorité en bloc. Ce n'est pas les groupes européens qui ont voté en bloc pour ou contre elle. Là, on a vraiment eu du support et du refus à l'intérieur de ces groupes. Donc, elle va devoir essayer de trouver sa façon, de trouver du support ponctuel par-ci, par-là. Mmh. Mais cette idée D'où d'une les embrassades grande... avec Giorgia Meloni d'ailleurs. Voilà. Mais cette idée d'une grande union de la droite, d'ailleurs, moi, je serais le premier partisan. J'ai travaillé beaucoup, d'ailleurs, à mon niveau pour ça. Mais c'est évidemment fort illusoire parce qu'il ne faut pas oublier que dans les ID, les SCR, vous avez des partis politiques qui sont des concurrents à l'intérieur de leur pays. Et mettre Oui. ensemble des concurrents tels que, par exemple, en Belgique, le Vlaams Belang et le NVA, en France, à la fois Reconquête le et... RN et Mmh. Reconquête, à la fois la Lega et les Fratelli, Oui. à la fois le PiS et la Confederația, d'un point de vue polonais, etc. Ça risque évidemment de ne pas plaire aux uns aux autres. C'est des concurrents très immédiats. Donc, ce serait très, très, très difficile de trouver un accord parce que le parti, à chaque fois un peu plus faible, risque de se faire phagocyter par le plus grand. Et donc, cette existence de deux partis a un sens. Maintenant, moi, ce que je vois comme une réelle possibilité, c'est peut-être que les partis de droite capables de gouverner ou gouvernants peut-être se mettent ensemble, c'est-à-dire qu'ils vireront potentiellement le plus petit qui dérange et qu'on aurait plutôt une alliance entre des gouvernants ou des gens qui sont gouvernables, enfin qui ont le potentiel de gouverner, tels que Le Pen, tels que Meloni, tels que Orban, tels qu'encore Kaczynski, qui vireront un peu les partis marginaux qu'ils vont pouvoir considérer comme étant vraiment d'extrême droite, soi-disant, Mmh. de trouver un parti, de fonder un groupe qui serait un peu le parti des vainqueurs, si on veut. Ça, c'est une possibilité d'une potentielle union. Ouais, mais ça, on a du mal à C'est imaginer. beaucoup Pour le plus moment, par grave. exemple, Marine Le Pen fait partie du groupe ID, qui était jusqu'à maintenant le groupe un peu marginal au niveau de l'Union européenne, tandis que Reconquête rejoignait. C'est un peu d'ailleurs l'ironie, on va dire, de l'Europe. Reconquête, parti marginalisé, en tout cas mise au bord de la politique, est considéré comme d'extrême droite. Au niveau national est plutôt plus inscrit on va dire la politique mainstream au niveau européen, c'est avec ECR et le parti de Giorgia Meloni, enfin le groupe de Giorgia Meloni. Tout ça est quand même assez intéressant. On voit en effet cette ironie, cette contradiction entre le niveau national et le niveau européen. Je me tourne vers vous de nouveau, Guillaume Bédessa. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'on vient de dire et puis vous demander, Oui. puisque c'est vraiment votre sujet aussi, un peu avec cette histoire de référendum, si finalement, et on a vu toutes les interventions d'Emmanuel Macron, vous pourrez répondre aux deux questions en même temps, toutes les interventions d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal d'ailleurs, même parfois déplacées, prenant la place de la candidate Valérie Hayé. Finalement, ce vote était un plébiscite. Est-ce qu'on doit le considérer comme tel également? Ce sera ma deuxième question, mais vous pouvez d'abord réagir à tout ce qu'on vient de dire, évidemment.
Alors, je partage en partie ce qui a été dit sur les alliances ou la reformation et la triangulation au niveau, du parlement, on va dire, ce qui va se mettre en place entre les partis. Mais, et là j'ai un immense mais, alors sur Ursula von der Leyen, là évidemment je suis d'accord, de toute façon, Clément, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je suis désolé de me répéter, mais pour moi, il était inscrit que rien ne changera. C'est-à-dire que, Ursula était destinée à ce que son parti PPE, obtienne la majorité, enfin une majorité relative, hein, je suis d'accord, mais à ce qu'elle ait le gros des troupes et à ce qu'elle ait besoin de force d'appoint. C'est-à-dire que finalement, le PPE domine et a besoin de ces idiots utiles à droite ou à gauche pour garder la main. Et de toute façon, et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en valeur, Guillaume et moi, hein, Bigot et moi, dans le livre, c'est que de toute façon, et on comprend rien à ça si on comprend pas ça, c'est que l'Europe se fend d'être une sorte de régime parlementaire, hein, avec un parlement dont on parle beaucoup, qui est supposé avoir pas mal de pouvoir et qui est constitué vous voyez, de groupes, donc Renew, le PPE, etc., qui agrègent les partis politiques. Donc on se dit, si les partis nationaux sont représentés, c'est bien que ça doit servir à quelque chose, hein, comme dans tout régime parlementaire, avec un parlement qui a des pouvoirs. Et en fait, le Parlement européen ne servant à rien, on a l'impression que la tambouille politicienne va changer les choses, alors que de toute façon, quelle que soit la majorité, on va trouver une candidate de ralliement un peu global, qui en l'occurrence s'appelle von der Leyen, qui a l'appui du chancelier allemand, et de toute façon, Identité, démocratie, ECR et d'autres ont vocation à se faire, on va dire, à se tirer dans les pattes, puisque comme David Hegel l'a rappelé tout à fait justement, hein, il y a des adversités au sein même de ces groupes, et surtout, et là on n'a rien compris, tant qu'on n'a pas mis les pieds au Parlement européen, le Parlement européen est une tour de Babel qui parle anglais, sachant que les Anglais ne sont plus dans l'Europe, d'accord, mais il faut bien qu'on se parle. Donc une tour de Babel où chacun a son agenda, chacun a ses quartiers, chacun a ses impératifs, et où les partis politiques eux-mêmes dialoguent très peu entre eux. C'est un conglomérat, c'est une tour de Babel merveilleuse dans lequel l'intérêt surtout, c'est gagner beaucoup d'argent pour ne surtout pas travailler. Donc si on n'a pas compris le fonctionnement du Parlement, en gros, on n'a pas saisi l'espèce de vacuité abyssale qui s'y loge. C'est une ébauche de régime parlementaire sans pouvoir. Merveilleux, parce que tout est à la Commission. Une belle illusion. Alors, pas mal, première question. Deuxième, sur le plébiscite, ou pas donc, autour d'Emmanuel Macron. Alors, en gros, est-ce que c'est un vote sanction, vous voulez dire hier soir? Oui. Alors, là, évidemment, la chose saute aux yeux, vous savez. J'étais persuadé, alors je me suis trompé quand même, mais il y a quelques semaines, j'ai cru que Valérie Hayé, un peu comme François Hollande, vous savez, à l'époque, allait baisser tellement dans les sondages qu'elle allait trouver du pétrole. Donc, je veux dire, on était parti sur une dégringolade presque programmée. Elle est partie à 18, puis 17, puis 16. Elle s'arrête finalement à 14,7, me semble-t-il. Donc, la décrue ou la débandade s'est arrêtée. Mais je pense que, alors évidemment, il y a un vote sanction très net à l'égard d'Emmanuel Macron. Mais je pense que là, il ne faut pas se leurrer, et j'ai entendu pas mal de commentateurs hier soir se réjouir de la vitalité démocratique au travers de la dissolution, en disant, finalement, Emmanuel Macron a entendu le message envoyé, a choisi de dissoudre, etc. En fait, il a réussi, hier soir, à transformer une claque électorale, un fiasco dans des proportions hallucinantes, après les Gilets jaunes, après les agriculteurs, après la majorité relative à l'Assemblée, après l'absence de référendum annoncé 10 fois mais jamais pratiqué, après ce fiasco-là, il annonce une dissolution qui va donner lieu à des élections anticipées avant les JO, où tout est fait pour qu'aucun parti puisse n'avancer sereinement à l'occasion des législatives, qui fait que le RN lui-même, je pense, est pris d'assaut et pris de court pour s'organiser correctement. Et surtout, et alors là c'est merveilleux, si le RN a le pouvoir, Macron s'en sort. Si le RN n'a pas le pouvoir, Macron s'en sort. Pourquoi ? Parce que Macron va cohabiter avec des gens qui n'ont jamais eu le pouvoir. Donc ils vont récupérer un exécutif en lambeaux au moment même où la France est dans une crise absolument fondamentale, avec en plus les JO organisés, etc. Mais à la limite, c'est même pas le fond de l'affaire. C'est que la France se porte très mal et on va confier les quais du camion à Jordan Bardella au moment où personne ne veut de la patate chaude, en quelque sorte. Avec derrière, à mon avis, Fantomas, c'est-à-dire Édouard Philippe, qui se prépare et Gabriel Attal pour reprendre peut-être la main en 2027, et Emmanuel Macron qui pourra dire, quelque part, vous voyez, la situation est dramatique, ils n'ont pas fait mieux que nous, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est pas terrible, donc finalement, les populistes se portent mal, on va dire ça comme ça. Et surtout,
Et là, par contre, j'imagine, je ne sais pas trop quoi croire aujourd'hui. Là, je vous avoue, on est le 10 juin, 8h34. Je veux dire, je fais ce que je peux, mais je n'ai Mmh. pas une boule de cristal. Mais j'ai du mal à croire que 2 tours de législatives dans une France fragmentée sur le conflit ukrainien et sur le conflit israélo-palestinien, avec une LFI devenue le premier parti de l'étranger et le soutien à Gaza de façon immodérée, je ne vois pas comment, dans ces conditions, ces élections peuvent bien se passer. Ce qui veut dire qu'en plus, le parti de l'ordre, c'est-à-dire Emmanuel Macron, va agiter le fait que l'extrême droite est la raison pour laquelle la France se porte mal, parce qu'on ne peut rien faire avec eux, parce qu'ils sont les premiers, le premier carburant de la désunion et du bordel dans les rues. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est un Machiavel quelque part terrible, mais en même temps, c'est une sorte de mitterrandien repasser à la lupiote de McKinsey et du logiciel de la politique fait sur tableur Excel, qui a tenté de prévoir le coup pour les 3 années à venir, j'en suis persuadé, Mmh. parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais enlevé ça, c'est que j'ai toujours cru qu'il n'avait pas d'instinct, pas beaucoup, mais j'ai toujours été certain qu'il avait quelque part une sorte d'habileté beaucoup plus profonde qu'on ne veut le croire au premier abord, quand parfois on le voit un peu perché et déconnecté. Il y a une habileté, et là, il en a fait preuve. On va voir s'il y arrive ou pas. Je suis assez sidéré tout de même. Alors, juste encore là-dessus, donc on a dit fausse vitalité démocratique à travers cette dissolution. Selon vous, il aurait fallu, parce que malgré tout, ça permet de décaler, de remettre dans l'ordre ces élections législatives, de les décaler 2 ans par rapport aux élections présidentielles. Ça peut être une bonne nouvelle pour remettre justement la voix au peuple entre ces 2 élections. Et deuxième chose, est-ce que dans ce cas-là, vous auriez préféré un référendum? Je veux pas manger trop de temps sur Oui, Monsieur oui, Engels, on hein, va, donc, on va lui mais donner la parole, évidemment. j'ai une remarque. En fait, je ne sais pas si ça On a répond le tout temps. à fait, mais je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Si on réfléchit cette dissolution et donc ces élections législatives anticipées par rapport au dernier cas de figure français, 86, 93, 97, qui sont non pas des dissolutions, mais des législatives qui ont donné lieu à cohabitation, pardonnez-moi, et la dissolution manquée de Chirac en 97, Oui. qui a donné lieu à la cohabitation. Il y a 2 phénomènes, il y a 2 différences qui font qu'on a du mal à saisir la situation d'hier soir. Premièrement, la dissolution de 97 de Jacques Chirac, Mmh. elle avait lieu 2 ans après son élection, en pleine tempête contre le gouvernement d'Alain Juppé, mais c'est-à-dire en début de mandat. Et deuxièmement, à l'époque n'existait pas le quinquennat. À l'époque, on avait l'habitude, pour vous répondre clairement, Clémence, mais je fais un petit pas de côté historique, on avait l'habitude de la dissolution en quelque sorte, ou plutôt, on avait l'habitude qu'il y ait une discordance entre l'agenda législatif et l'agenda présidentiel. Aujourd'hui, tout a été fait depuis 2000 pour qu'on n'ait plus ce cas de figure. Donc pour la première fois depuis 2000, on a un président élu depuis quand même 7 ans, qui a été réélu, contrairement à Chirac en 95, qui fait une dissolution, c'est une vraie différence, dans un paysage dans lequel le quinquennat était supposé nous prémunir de la perspective d'une cohabitation. Ce qui fait que pour vous répondre, à mon sens, et là, je pense qu'il faut que le RN le dise clairement, à mon avis, c'est là où ils ont un vrai coup à jouer, tous les partis, je pense, d'opposition. À mon sens, si Emmanuel Macron se prend une deuxième claque aux législatives dans 1 mois, la seule solution n'est pas la cohabitation, mais la démission du président de la République. Oui. Parce que sinon, vous jouez de nouveau avec un jeu institutionnel dont vous ne jouez qu'une des cartes et pas la deuxième. C'est-à-dire qu'en gros, ce que fait Emmanuel Macron peut-être, c'est qu'il prévoit de tirer la deuxième flèche des législatives sans en tenir compte sur ce qu'elle constitue réellement comme conséquence, c'est-à-dire dissolution et non pas cohabitation. Oui. On ne peut pas cohabiter dans un jeu qui est désormais fait pour que n'existe plus la cohabitation. Si ce n'est de préparer le bordel dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire prévoir le coup comme une cohabitation qui est un rattrapage d'un mandat présidentiel qui est un fiasco absolu. Voilà. Mais et je me tourne vers David Engels, n'aurait-il pas prévu même sa démission, ce qui lui permettrait de se représenter, alors qu'il ne pouvait pas, au prochain mandat présidentiel? Et ça, c'est encore une question machiavélique, certes, mais une question. David Engels, alors, beaucoup de sujets. D'abord sur
le vote, on a vu Emmanuel Macron et tout son parti, tout son gouvernement, surtout tout son gouvernement, prendre la parole, utiliser, instrumentaliser l'histoire, hein, la Seconde Guerre mondiale pour revenir ici sur le devant de la scène. Finalement, on voit que toute cette stratégie, en tout cas, est un échec. Donc c'est aussi une stratégie même qui pose des questions au niveau international avec leur volonté belliciste aujourd'hui. Oui, par rapport à la guerre d'Ukraine, oui, Oui, tout à fait. Juste pour ajouter un mot à ce qui vient d'être je vous en dit, prie. oui, je souscris tout à fait à cette analyse-là des motivations de Macron, créer autant que possible le chaos maintenant. J'ai toujours dit que finalement, la droite recevrait le pouvoir précisément au moment où elle ne pourrait plus rien en faire quelque part et où elle se discréditerait elle-même finalement avec n'importe quelle réforme qu'elle proposerait, en tout cas à ce moment-là. Donc je crois que certainement au niveau de la préparation de la droite française actuelle, c'est beaucoup trop tôt finalement pour pouvoir changer quoi que ce soit. C'est un cadeau absolument empoisonné qui est fait Mm. là. Et d'ailleurs, c'est un double calcul parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus dans la situation française, c'est l'exemple néerlandais. Je ne sais pas si vous avez regardé les résultats des élections européennes aux Pays-Bas, mais là, on voit d'une manière assez intéressante que les écologistes qui ont perdu en gros un peu partout, qui ont laissé des plumes partout Oui, en Europe, là, aux Pays-Bas, il y a eu un genre de sursaut à cause de la formation du nouveau gouvernement indirectement dirigé par Geert Wilders et les écologistes qui, lors des élections parlementaires aux Pays-Bas, étaient arrivés à une quinzaine de pourcents, maintenant sont arrivés à presque 22%. oui. Donc c'est un genre d'opposition interne, d'un genre de sursaut disons, de l'électorat qui, face au danger qu'ils ont vu réel d'une prise de pouvoir de la droite, vont reprendre en main d'une certaine façon la situation. Et ça, il ne faut pas non plus le sous-estimer que dans le cadre français, durant quelques semaines, Macron pourrait utiliser aussi cet effet choc là actuel. On ne peut Oui. quand même pas permettre ça se voit déjà dans ses tweets et dans les différentes annonces, que ça pourrait aussi avoir un effet de fragmentation finalement sur la droite. Alors en ce qui concerne la guerre, bon, très, très visiblement, on est en train de rejouer la Deuxième Guerre mondiale tout le temps, que ce soit au niveau politique, interne ou externe, c'est toujours la référence qui est faite systématiquement. Je ne sais pas si d'un point de vue populaire, ça fonctionne encore. En tout cas, on voit bien en Allemagne avec les résultats de la AfD que cette tentative de diabolisation de l'ennemi comme étant l'héritier soit de Staline, soit de Hitler ne fonctionne plus vraiment. Donc je crois que tout doucement, cette carte-là, finalement, elle ne fonctionne plus. Est-ce que vous ne pensez pas, tous les 2 d'ailleurs, que imaginez, on arriverait à une cohabitation avec le Rassemblement national, que finalement ça finirait par banaliser le Rassemblement national et peut-être aussi de montrer que ce Rassemblement national, parti d'opposition, n'est pas tant d'opposition que ça, puisque peut-être, vont-ils rester très discrets sur la question, justement de l'Union européenne, de l'OTAN, et toutes ces questions-là qui pourraient être au fond dans le cœur des opposants, enfin du vote, on va dire de l'opposition. Bah, je crois qu'il faut être réaliste, dans le sens que si vous êtes vraiment un grand pays, comme la Chine, comme les États-Unis, peut-être comme l'Inde, vous avez une marge de manœuvre. À la limite, vous pouvez juste briser des traités internationaux et personne ne pourra vraiment vous en tenir rigueur au long Mmh. terme parce que vous avez toutes les cartes en main. Mais la France n'est pas un grand pays. La France n'est même pas un pouvoir moyen. Finalement, de nos jours, hélas, mais la situation est telle qu'elle. Elle est liée à l'économie, à l'enchevêtrement économique européen, en grande partie dépendance finalement de ce binôme malaisé avec l'Allemagne. Elle est liée à des traités internationaux qui existent tels quels. Et donc, le risque, c'est évidemment que prendre le l'avant, mettre ça de côté, disons, on met nos propres limites, ben, c'est possible dans un État qui Fort. est autoritaire. Dire voilà, maintenant,
on a le pouvoir pour les 20 ans, années à suivre. Vous verrez, 5-6 années vont être désagréables, mais ensuite, on va aller de l'avant. Mais hélas, je crains que de nos jours, la majorité des citoyens n'est plus capable de supporter 3, 4, 5 ans de misère ou de crise pour ensuite en bénéficier. Et là, je crois que si on a des changements politiques trop brusques, finalement, et ça se voit d'ailleurs très bien aussi en Pologne et dans d'autres pays européens, bah, les citoyens votent toujours en partie avec son porte-monnaie et va se hâter assez Oui, mais regardez rapidement. l'Argentine, les citoyens étaient prêts à voter pour une campagne, enfin pour un candidat qui leur promettait des sacrifices pour remettre l'économie en état. Donc peut-être que les gens sont encore prêts à le faire, je ne sais pas. Bah, c'est-à-dire la promesse, ça c'est une chose, mais voir les choses se réaliser, c'est encore, Oui. une autre paire de manches. Donc c'est un peu ça que je crains finalement, et c'est pour ça que je crois que c'est un cadeau empoisonné dans un cadre démocratique où vous avez des majorités différentes et des périodes électorales différentes, avec parfois juste des entrecoupements d'1 an ou de 2 ans, où vous avez la réalité régionale, nationale, européenne, les traités internationaux. Faire un vrai plan de relance qui, pour fonctionner, devrait viser un terme de 10 ans ou de Mm, 20 ans mm. à un parti politique les clés du pouvoir pendant ce temps-là pour qu'il puisse vraiment fonctionner, ça, je crains que c'est très difficile. Donc moi, je crains que en France, surtout en France, on aille beaucoup plus vers un modèle d'abord vraiment de totale inclusion et ensuite peut-être d'un changement, mais sans sortir d'une façon plus ou moins organique et plus ou moins légale, me semble assez difficile à Alors imaginer. l'implosion, vous parlez de quoi? C'est quoi exactement ce que vous appelez par implosion? Bon, implosion, c'est-à-dire la banalisation de ce qu'on a connu ces derniers mois en France, où le fait que Des la révoltes, des guérillas violence endémique, les mm. sociétés parallèles, les banlieues qui échappent à tout contrôle, la déconstruction de l'industrie, Oui. la montée de la dette, que tout ça devienne finalement Vous pensez tellement, finalement le changement de pouvoir va réellement se passer par la rue? je crains. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Guilain Benessa, pour une dernière question à ce sujet, parce que vous dites tous les deux finalement cadeau empoisonné, mais les Français ont voté. Peut-être certains, et j'en vois d'ailleurs dans le chat, sont très heureux de ces élections. Et finalement, que fallait-il faire d'autre? Enfin, à un moment donné, il y a des élections, on sent un vent différent. Est-ce que ce n'est pas déjà une bonne nouvelle qu'il y a un vent différent qui souffle? Ou est-ce que tout ça n'est qu'illusion voilà. Et que faut-il faire si on veut vraiment profiter de ce vent nouveau pour les législatives? Est-ce qu'il faut les ignorer? Quelle est votre idée, Guillaume Benessa? Attendez, je ne vous savez, le fait que la stratégie soit machiavélienne n'empêche en rien que, et là je suis pas tout à fait d'accord avec monsieur Engels, je suis un peu plus mesuré, n'empêche en rien que depuis des années, et là je pèse mes mots, nous n'avions plus fait de politique. Mmh. Désormais, pendant 3 semaines, il y aura en France de la politique. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, ça va être une campagne avec évidemment, et on va sortir les violons du Front national, vous savez, des restes de Jean-Marie Le Pen, de fours crématoires, etc., toutes les 5 Mmh. minutes, Mmh. pour nous faire comprendre que le RN, c'est l'enfant caché du hitlérisme et de Joseph Goebbels. On connaît la pratique, Mais mais il pas sûr que n'empêche. ça marche encore parce qu'avec ce qui s'est passé, le conflit Israël-Palestine, c'est le LFI qui est devenu, Exactement. Alors, c'est ce que j'allais dire. Par contre, ça, il n'empêche, on va faire de la politique. Et quand je dis de la mmh. politique, c'est que pour une fois, il y a de l'inattendu, il y a de l'imprévisible, il y a ce qu'on appelle du risque, il y a des discussions qui vont avoir lieu, des stratégies, de l'argent à trouver, etc. En gros, je m'excuse du terme, c'est dans le très bon sens du terme, le bordel. On va se réjouir qu'on ne sache pas exactement de quel côté ça va tourner, parce que je m'excuse, mais j'ai tendance à penser depuis longtemps que les élections sont truquées, que les présidentielles sont truquées, puisqu'on sait qui a gagné avant même de nous lancer, et Mmh. que tout le reste suit la pente de présidentielles bidonnées, puisqu'on a d'un côté le camp du bien et de l'autre côté le camp du mal. Oui. Je suis d'accord avec vous, Clément, sur le fait que ça marche moins, et ça marchera, à mon avis, d'autant moins qu'on a moins le temps pour le préparer. Oui. Il n'y a que 3 semaines de diabolisation et pas 2 ans, de territoire dévasté par le politiquement correct avant même d'entrer en campagne. Mais et là, je veux pas, je dis désolé, je suis obligé d'être réaliste aussi. Si on est avec un bouquin avec Guillaume, c'est pas de la France, il est sous-titré La France, l'UE et les mensonges, c'est parce que le Front National ou le Rassemblement National, s'il gagne les élections, va se retrouver face au mur des mensonges de l'Union européenne, etc. Ce qui veut dire quoi?
il va avoir contre lui, faut le voir quand même, admettons que le RN gagne les élections législatives. Il va avoir face à lui le Conseil d'État, qui va tout casser, d'accord? Donc, qui va lui expliquer qu'on peut rien faire par rapport à l'Europe, que l'immigration c'est merveilleux. Vous savez, Thierry Tuot et tous ces turiféraires qui nous disent qu'on peut rien faire. La Cour de cassation, d'accord? Évidemment, Laurent tous les Fabius. hauts fonctionnaires, l'État profond, on dirait, c'est-à-dire l'administration, qui va expliquer que, évidemment, Marine Le Pen, c'est Goebbels dans la vie pratique, sans avoir même besoin de le faire lors des élections, et tous les corps constitués qui vont renacler pendant un bout de temps à appliquer la première directive venue d'une administration estampillée Rassemblement national. Ce qui veut dire qu'on a 3 semaines de politique, on va dire d'apparence, qui est quand même réjouissant, et je m'en réjouis, puisque mes 2 derniers livres, c'était que des appels à des soupapes démocratiques. Je veux dire, je peux pas me renacler à l'idée d'une certaine satisfaction, mais après, l'exercice du pouvoir, ça va être un RN à Matignon, Matignon étant le fusible préféré de l'exécutif, puisque Matignon, c'est un poste épouvantable. Je veux dire, vous apprenez le métier de façon sordide quelque part, et ensuite la personne à Matignon va devoir gérer tout ça pendant 3 ans, avec une administration et un État profond qui va expliquer à Jordan Bardella ou n'importe qui ne peut strictement rien faire, puisque la première, vous savez ce qui va se passer, Clémence? C'est très simple. On va avoir un Premier ministre qui va rêver de faire du Donald Trump, c'est-à-dire de virer l'administration pour recommencer à zéro, mais qui par principe ne pourra rien faire tant qu'il n'aura pas le bouton présidentiel. Ce qui veut dire qu'il va être éreinté de façon stupéfiante avant les élections présidentielles de 2027. Donc moi, là-dessus, j'ai tendance à croire que oui, on a un moment démocratique, il ne faut que s'en réjouir. Ça fait si longtemps que j'ai quand même moi-même un sourire ce matin, j'ai dormi avec une espèce de satisfaction, vous voyez, et une espèce de comment dire, de naïveté, peut-être un peu touchante, mais tout de même, un peu de joie en moi, un peu de candeur, moi qui suis si pessimiste généralement, mais en même temps, il faut être clair, j'aurais préféré que cette soupape démocratique se joue lors des vraies élections maîtresses, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Il n'empêche, on a 3 semaines, on va un peu se réjouir. Ouais, et là-dessus quand même, et beaucoup, pareil, d'auditeurs me le disent, vous dites tout était pipé, les élections sont truquées, et ce qui est sûr, c'est que pour venir sur mon vote Frexit, ils ont été sous-représentés dans les médias aussi, et ça, il faut le dire, et ça va être le cas encore pendant les 3 prochaines semaines. Donc c'est vrai que c'est très très difficile, plus avec ce système de parti, de percer et d'avoir une vision qui perce quand on est sous-représenté. D'ailleurs, on a vu, j'ai vu ces schémas avec une adéquation énorme entre la représentation à la télévision et les élections, enfin les votes. Donc on voit bien évidemment que ces petits partis-là frexiteurs ont été aussi effacés de l'échiquier politique, volontairement. Je ne sais pas si vous voulez réagir juste à ça rapidement. Ensuite, le mot de la fin, Guilain. Oui, exactement. Mais vous savez, le problème, c'est la grosse caisse fait le travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, en mon âme et conscience, moi, par cœur, si vous voulez, j'ai une vraie sympathie et j'ai surtout la foi que le Frexit et que la ligne dure soit au moins cohérente, intègre et je veux dire, et claire. Vous voyez, et j'aime ça. Par contre, c'est le couloir de la mort parce que médiatiquement, vous disparaissez et parce que, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. À un moment, il y a une adéquation entre le charisme, la situation personnelle, la propension à être puissant médiatiquement, le fait d'arracher des compromis et le fait de naviguer dans ces eaux saumâtres du médiatiquement correct. Il faut être clair, vu que les Frexiteurs ne le font pas, ou plutôt que les médias n'invitent pas à le faire, par suite, malheureusement, il y a une décrédibilisation. Oui, mais donc on est obligé de rentrer dans le compromis et d'oublier la moitié de ses objectifs. C'est aussi ce qu'on peut reprocher au RN dans l'autre sens. C'est ça le problème aussi, c'est quand on est tendu entre les... Bah oui. Mais je suis d'accord, mais vous savez, Clémence, moi je suis favorable à ce qu'on se rappelle de ce que signifiait le RPR. Le RPR des premiers temps, c'était un parti dur. C'était un parti qui avait une ligne à la Marie-France Garot, à la Pierre Juillet, qui ne ressemblait pas au délire de la Maison Bleue, comme Alain Juppé voulait appeler à l'époque les Républicains, ils voulaient appeler la Maison Bleue. Le rêve total de l'estampiller médiatiquement acceptable, la Maison Bleue. On est tombé sur la tête, on marche sur la tête. Mais il n'empêche, cette ligne dure du RPR, elle existait, mais elle n'était pas marginalisée, elle existait au cœur du système. Ce qui veut dire qu'il faut assumer la radicalité dans les partis qui ont pignon sur rue. Et je pense d'ailleurs, et vous le disiez à l'instant, que plus le diaboliquement ou le diabolique, la course à l'échalote du diaboliquement facile tombe, plus les gens laissent tomber les vieilles marottes, les vieilles lunes de la nazification, plus on pourra avoir des partis qui assument une ligne radicale au sein même des médias. Par contre,
je suis d'accord que c'est une lutte qui ne fait que commencer. Oui. Alors, David Nagel sur ce sujet et sur le sujet de la diabolisation et en fait de la stratégie finalement, faut-il être un parti plus lisse pour être invité dans les médias et pour que l'on vote pour soi ou faut-il assumer ses choix? Ça, c'est toujours une question très difficile. Je crois qu'il faut lui répondre à différents degrés de l'évolution d'un parti. Et c'est sûr qu'au début, il faut avoir une ligne très, très, très claire pour avoir une image de marque. Mais puis vient toujours à un moment ou à un autre le moment où il faut devenir partiellement un peu plus lisse pour être plus acceptable, pour attirer vers soi aussi plutôt des professionnels que des combattants. Et puis, je crois, comme troisième phase, vient de nouveau le lieu, une fois qu'on est consolidé, qu'on joue avec les grands, de retrouver son aplomb initial. Je crois il faut voir les phases dans lesquelles se trouve un parti. On voit évidemment cette évolution aussi en Allemagne, dont on n'a pas encore parlé avec la AfD. Oui. Elle a passé jusqu'à maintenant dans une phase relativement... Enfin, c'est un parti très, très, très chaotique, évidemment, mais Énervé, on va dire. qui peine quelque part à trouver un minimum de normalisation, d'arriver à briser au moins partiellement le cordon sanitaire. Là, ils sont arrivés deuxième quand même. À 15% aidaient. Jadis, ils étaient à 20% il y a quelques mois. Et évidemment, avec tout ce qu'on a eu de scandales récemment et de phrases très malencontreuses, de nouveau Troisième Reich, etc., qui leur donnaient donc de nouveau un sérieux problème. Donc, je crois qu'il y a différentes questions et différents stades par lesquels les partis doivent aller. Mais une fois de plus, même quand vous avez le pouvoir, c'est assez difficile d'en faire quelque chose parce que pour enchérir aussi ce que disait Guilain Benessa, dans la suite, imaginez même en France, une France dominée par le Rassemblement national, présidence incluse. Mais pensez aux États-Unis. On a vu ce que ça a donné. On a eu 4 années de Trumpisme. Au fond, qu'est-ce qu'il a pu faire? L'homme, soi-disant, le plus fort du monde, à la tête d'un empire mondial, avec Oui, mais il a eu même... le Covid quand même. Il a eu le Covid, ça l'a un peu avec, freiné. avec même le Parlement de son côté. Mais en gros, même lui n'a pas pu faire grand-chose contre sa propre administration. Donc c'est vraiment une lutte assez difficile qu'on aura aussi en Europe, d'autant plus qu'en Europe, pour revenir au sujet de l'Allemagne, ben, s'il y a un pays pour le moment en Europe qui pose problème à un véritable retour plutôt à l'identité traditionnelle, à une Europe de droite, c'est l'Allemagne. Tous les autres pays, que ce soit la France, l'Italie, encore la Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche, la Hongrie, partiellement même l'Espagne, même les pays de gauche comme le Danemark ou la Suède, vous avez ce genre de sursaut tout doucement qui s'opère d'aller plutôt de nouveau un peu à droite, à abandonner cette folie. L'Allemagne fait toujours exception. L'Allemagne est le gros verrou qui non seulement domine économiquement et même politiquement cette Europe actuellement, mais qui bloque aussi toute possibilité de réforme. Donc on devrait vraiment aussi, de la part des autres pays, de plus en plus se consacrer et se concentrer sur ce qui se fait là et comment, de l'extérieur, on pourrait peut-être aussi donner certains coups de pouce afin que enfin quelque chose émerge en Allemagne qui puisse bénéficier à la totalité. Et ça, pour le moment, je ne le vois pas encore. Alors, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces analyses autour des derniers résultats et des dernières annonces d'Emmanuel Macron, notamment celle de la dissolution. Merci David Nalguel. Je rappelle votre livre Défendre l'Europe civilisationnelle aux éditions Salvator. Merci à vous Guilain Benessa. Et On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges. Votre dernier livre écrit avec Guillaume Bigot aux éditions L'Artilleur. Merci beaucoup à vous et merci beaucoup à nos auditeurs. Nous sommes presque en record d'audience ce matin. Plus de 7800 auditeurs uniques